Chemistry Valley. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Chemistry Valley. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Donia Bakuchi, une astrochimiste qui travaille à l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay. Bonjour. Eh bien, bonjour à vous. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos recherches et de vos travaux en ce moment? Alors, ça touche à plusieurs domaines à la fois. Disons que la thématique générale, c'est l'étude des petits corps du système solaire, de mon côté d'un point de vue physico-chimique. Et plus en détail, en fait, j'ai un peu plusieurs sujets à la fois. Il n'y a pas si longtemps, j'ai beaucoup travaillé sur l'étude des poussières d'une comète particulière qui était Churyumov-Gerasimenko. Donc cette comète-là, elle a été visitée par une sonde spatiale et je faisais partie des chercheurs impliqués sur l'un des instruments de cette sonde. Et j'avais pas mal travaillé sur les données de spectrométrie de masse qui ont permis d'analyser les poussières, de déterminer, en fait, mon travail c'était surtout de déterminer la composition élémentaire de ces poussières-là. Ce qui avait permis, entre autres, de trouver que ces poussières étaient composées d'une grande partie de matière dite carbonée. Donc voilà, on a quantifié tout ça. Cette étude-là, elle continue, même si en fait on a fait le gros du travail, mais je continue encore avec certains collègues d'essayer de comprendre ce qu'impliquent en fait nos mesures. En particulier, par exemple, on a trouvé des compositions en termes de métaux par rapport au silicium qui sont assez faibles par rapport à ce qu'on s'attendait. On ne sait pas trop pourquoi, comment l'expliquer par rapport à la formation du système solaire, etc. Donc il y a une partie de mes travaux, petite partie maintenant, qui essaye de comprendre ça. Ensuite, il y a toute une partie de mon travail qui consiste à essayer d'analyser la matière organique qui est contenue dans un certain type de météorites. Ce sont des météorites qu'on appelle les chondrites carbonées. Ces météorites-là, elles ont pour corps parent, donc pour origine, des astéroïdes. Et donc, comprendre ce qu'elles contiennent, comprendre comment la matière est structurée dedans, à quoi elle ressemble exactement, permet petit à petit en fait de remonter à l'historique de la formation de ces matériaux-là et enfin l'historique de leur formation, de leur évolution et jusqu'à arriver à ce qu'elles sont, leur contenu actuel en fait. Et moi, mon travail, il est plus centré sur la matière organique parce que tout ce qui concerne en fait la minéralogie, c'est un travail qui dure depuis au moins les années 80 et c'est beaucoup des gens qui viennent de la géophysique, de la géochimie, qui ont travaillé dessus, qui ont développé énormément de techniques là-dessus et qui ont une énorme expertise sur cet aspect-là. Pour comprendre la partie qui est plus organique, là, il faut pas mal de connaissances en chimie, en physico-chimie et s'inspirer de ce qu'on sait faire en chimie, de ce qu'on connaît des lois de la chimie. Et c'est ça que j'essaie de faire en fait, c'est à partir de ce background de chimiste, de ce qu'on sait en chimie, apporter ce bagage-là pour étudier cette matière primitive. Et là, il y a deux volets. Il y a le volet analyse, technique d'analyse. Donc moi, de mon côté, c'est principalement de la spectroscopie infrarouge. Ça, c'est pour faire le lien avec les observations des astronomes. Là, eux se basent sur l'infrarouge, donc faire le lien entre ce qu'on trouve en laboratoire et ce qui est observé. Et la spectrométrie de masse, plus spécifiquement, c'est le TOF-SIMS en fait. C'est la spectrométrie de masse par TOF-SIMS, c'est un temps de vol couplé à de la détection d'ions secondaires, parce que c'est l'une des rares techniques en fait qui permet de faire la mesure directement en phase solide, c'est-à-dire sans passer par le truc classique du chimiste qui serait de faire une extraction et d'analyser ce qui est extrait après. Ça a été beaucoup fait, sauf ça apporte plein d'informations et l'idée c'est ne pas extraire et regarder in situ en gros, essayer de caractériser cette matière organique in situ pour aussi garder l'information du lien entre la partie organique et la partie minérale, parce que ça aussi ça peut apporter des informations sur comment ça s'est formé, est-ce que les deux phases sont d'origine complètement différente, est-ce qu'elles ont un historique très différent ou pas, ce qu'on ne pense pas, etc. quoi.
Et comment surtout quand elles sont en contact toutes les deux, comment elles vont évoluer ensemble, parce que tout ça n'est pas inerte, même si c'est dans des environnements très différents de l'environnement terrestre, donc on n'est pas en milieu aqueux, on n'est pas à des pressions élevées, on est à des pressions très très faibles, proches du vide, etc. Donc forcément la réactivité n'est pas très grande, mais elle existe quand même. Puis surtout, on a des millions d'années devant nous pour faire évoluer tout ça. Donc bref, mon travail pas mal en ce moment, et c'est via aussi un travail d'encadrement de doctorat, c'est développer cette technique TOF-SIMS pour l'analyse de météorites et voir jusqu'à quel point elle peut nous donner des informations, tirer un maximum d'informations de ces analyses-là. Et donc ça c'est un volet. L'autre volet c'est d'essayer en laboratoire de monter des petites manips qui permettent de simuler ce qui peut se passer d'un point de vue chimique ou physico-chimique dans ces environnements astrophysiques pour fabriquer en laboratoire de la matière organique qui pourrait être analogue à celle qu'on trouve dans les météorites ou sur les astéroïdes. Et petit à petit, en voyant ce qui se passe en laboratoire, par exemple en mélangeant des glaces simples, des glaces de eau, méthanol, méthane, ammoniac, etc., CO, CO2, tout ça c'est des glaces, c'est les glaces de base qu'on trouve dans le milieu interstellaire, qu'on trouve dans le système solaire externe, c'est-à-dire dans toutes les zones froides, c'est les glaces majoritaires qu'on va obtenir. Ces glaces-là, elles sont, quel que soit le milieu en fait, elles seront constamment soumises à différentes sources d'irradiation. Dans le système solaire, ça va être le vent solaire principalement. Dans le milieu interstellaire, ça va être les UV principalement. Enfin bon, bref, tout ça c'est de l'énergie qui va permettre d'avoir une certaine chimie. Et c'est à partir de l'irradiation de ces glaces qu'on va former des molécules organiques de plus en plus complexes, de plus en plus grandes, et petit à petit tout ça réagit. S'il y a un petit peu de chauffage en plus, ça ajoute encore de l'énergie et ça complexifie petit à petit le système, et c'est ce qui permet à la fin forcément de trouver ce qu'on trouve dans les météorites, c'est-à-dire en fait dans les météorites, dans la poussière des comètes aussi, le matériau organique principal, c'est un matériau macromoléculaire, réticulé, très 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 désordonné, très aléatoire, qui est principalement composé de carbone, hydrogène, oxygène, azote, un petit peu de phosphore, un petit peu de soufre, bref, tous les ingrédients dont on a besoin pour ensuite faire la chimie de la vie, mais qui à ce stade-là est loin de la vie, parce qu'on n'a pas du tout de molécules ordonnées comme ce serait le cas des molécules biologiques par exemple. Et bref, donc on sait que ce matériau macromoléculaire, il a pour origine une glace irradiée, mais après le détail de comment on y arrive, on n'y est pas encore. Et donc voilà, parmi les manips qui sont faites dans mon équipe et auxquelles je participe, il y a ça. Il y a aussi en laboratoire essayer d'étudier cette chimie de la complexification de la matière organique. D'une part pour comprendre ce qui se passe d'un point de vue chimique et comparer. Par exemple, ce qu'on fait pas mal, là aussi c'est un travail d'une doctorante que je encadre. Alors c'est pas pour étudier les astéroïdes, mais c'est pour étudier les transneptuniens. Son travail c'est d'essayer d'irradier des glaces initiales qui vont petit à petit former de la matière de plus en plus complexe. Mais en même temps qu'elle fait ces irradiations, elle enregistre in situ le spectre infrarouge qui est obtenu. Et ces spectres infrarouges, dans le proche infrarouge, sont à comparer, et elle les compare en fait aux résultats des observations astronomiques. Parce que dans ces observations-là, on observe qu'il y a une certaine diversité de spectres sur ces... de spectres ou de photos, c'est de la photométrie principalement, en tout cas des signatures différentes sur ces surfaces-là. Et il s'agit de comprendre pourquoi telle surface est plus rouge que d'autres, pourquoi les autres sont plus bleues, etc. Pourquoi sur certaines on détecte un petit peu de méthanol encore, alors que sur d'autres on n'en détecte pas, on trouve du CO2, du CO, etc. Voilà, à quoi c'est dû? L'idée c'est de comparer ce qui est trouvé en laboratoire aux observations. Ce genre de manip nous sert à ça, mais on peut aussi, et ça c'est un autre type de manip qu'on fait aussi en laboratoire, c'est
synthétiser de la matière organique complexe, aléatoire, macromoléculaire, pour avoir un matériau de laboratoire, un analogue de laboratoire qui permet ensuite de mettre au point les techniques d'analyse avant de les appliquer aux météorites. Parce que les météorites, c'est des objets rares, on n'en a pas des tonnes. Donc quand on a une technique un peu nouvelle qu'on ne maîtrise pas encore, dont on ne connaît pas exactement comment elle... par exemple, quand on obtient le spectre de masse en TOF-SIMS, pour arriver à l'interpréter correctement, etc., si on sait quelle signature on a sur l'analogue, ça aide en fait à comprendre ce que donne la mesure directement sur la météorite. Et ça aide aussi à trouver les bons paramètres pour que le spectre fonctionne, parce que une des difficultés en spectrométrie de masse, c'est d'arriver à ioniser la molécule qu'on cherche. Et quand on fait une mesure, par exemple, sur une météorite, ce qui sort très bien, c'est les minéraux, ce qui sort très mal, c'est les organiques. Et donc voilà, ça fait partie de ces petites choses qui nécessitent du temps, de l'optimisation et de trouver le bon protocole. Et donc optimiser le protocole sur des analogues, comprendre ce qui se passe déjà sur des analogues avant de passer aux matériaux réels, tout ça, ça aide en fait. J'ai parlé de l'analyse des météorites. En fait, au labo et dans l'équipe, on analyse aussi des poussières extraterrestres qui ont été collectées in situ. Donc là, par exemple, la mission sur laquelle on est pas mal en ce moment, c'est une mission japonaise qui s'appelle Hayabusa 2, qui est allée collecter des poussières sur un astéroïde qui s'appelle Ryugu, qui les a ramenées sur Terre. La plupart de ces poussières-là sont gardées à l'abri de l'air au Japon, dans un site de curation. Et donc au Japon, il y a dans là où ils conservent donc, ces grains de poussière, il y a un instrument qui a été mis au point ici à l'IAS, pas par mon équipe, mais l'équipe adjacente. Et l'instrument, il s'appelle Microméga. C'est un instrument de spectroscopie infrarouge pour le proche infrarouge. Et donc, une partie de mon travail, c'est d'aider l'équipe ici, Microméga, à interpréter leurs résultats, leurs mesures. Et en parallèle, dans mon équipe, l'équipe astrochimie, plusieurs de mes collègues ont réussi à être impliqués directement sur les analyses des poussières collectées et ils ont reçu en fait certains de ces petits grains de poussière pour les analyser en laboratoire avec des techniques plus sophistiquées que juste la mesure NIR, donc dans le proche infrarouge. Et pareil, je les aide à interpréter leurs résultats quand j'ai le temps. Voilà. Je crois que j'ai fait le tour là. Du coup, je voulais savoir si vous pouvez juste réexpliquer à quoi ça correspond les petits corps dans le système solaire. Alors, les petits corps du système solaire, on va appeler petits corps tout ce qui n'est pas planète. Donc, ça va regrouper la population des comètes, des astéroïdes, des transneptuniens, donc tous ces petits objets qui se trouvent dans la ceinture de Kuiper et au-delà, et qui se trouvent donc au-delà de l'orbite de Neptune. Donc, tout ça, c'est des petits corps. Et parmi ces petits corps, par exemple, Pluton ou certains objets qui se trouvent dans la ceinture de Kuiper ou dans la ceinture d'astéroïdes comme Cérès ou Sedna, maintenant on les classe comme planètes naines. Donc je ne sais pas trop si ça rentre vraiment dans la catégorie petit corps. Ce n'est pas une planète parce que ça n'a pas les caractéristiques orbitales des planètes, mais c'est pas aussi petit que la plupart des astéroïdes et la plupart des comètes et transneptuniens. Donc voilà, c'est un peu des objets un peu intermédiaires. Je crois qu'ils sont quand même classés dans les petits corps. Mais voilà. Et donc la particularité de ces petits corps-là, d'un point de vue physico-chimique, c'est que ce sont des objets qui sont tellement petits qu'au moment où ils se sont formés, donc par l'accrétion des poussières du disque protosolaire initial, l'accrétion n'a pas généré suffisamment d'énergie pour tout faire fondre et donc faire un reset chimique complet. Et même ensuite, lors de l'évolution de ces objets-là, comme ils sont petits, ils ne renfermaient pas suffisamment d'éléments radioactifs, en particulier l'aluminium-26, pour, de la même manière, libérer suffisamment d'énergie pour faire un reset total encore une fois. Et donc, d'un point de vue physico-chimique, ils ont gardé ils gardent encore la trace de la chimie initiale, c'est-à-dire de la composition initiale des poussières qui les ont formées.
Ce n'est pas du tout le cas, par exemple, de la Terre. La Terre, même si elle aussi, elle s'est formée à partir de ces poussières du disque protosolaire initial, c'est un objet qui est tellement gros que ça a énormément chauffé et il y a eu un effacement, tout a fondu, tout s'est ensuite refroidi. Et en refroidissant, on a, au niveau de la Terre, la formation de différentes couches. Il y a le noyau interne qui va être constitué principalement de fer, et ensuite les couches au-dessus vont être constituées d'autres éléments majeurs et qui seront, donc la croûte par exemple terrestre est appauvrie en fer, par exemple. Si je regarde un petit corps, je prends un petit morceau, quel que soit l'endroit où je le prends, que ce soit au cœur ou à la surface, sa composition élémentaire sera à peu près la même. Et elle sera à peu près celle du Soleil. Je ne trouverai pas ça pour la Terre. La croûte terrestre n'a pas la composition de la photosphère solaire, par exemple. Donc là, vous parliez de comment l'étude d'analogues en laboratoire précédait l'étude des composés in situ. Est-ce que c'est toujours le cas ou est-ce que parfois ça dépend plutôt du type d'étude menée, cette succession ? Ça dépend de l'opportunité que l'on a, ça dépend aussi des expertises des gens. Il y a des laboratoires où les chercheurs ne travaillent que sur la partie simulation expérimentale, donc en laboratoire, et synthèse d'analogues. Et puis il y a d'autres laboratoires qui ne font que l'analyse de matériaux extraterrestres, parce que c'est ça leur expertise. C'est un peu particulier, les labos ou les équipes comme la nôtre à l'IAS, où on fait les deux. Je pense même qu'en France, il y a principalement 2 laboratoires, 2 équipes, où il y a les 2 expertises dans les mêmes équipes. C'est-à-dire où on fait les 2 à la fois. Il y a ici à l'IAS, et puis à Grenoble, à l'IPAG, qui est d'ailleurs l'équipe où j'avais fait ma thèse, où il y a les 2 pareils. Et je crois que c'est tout. Les autres laboratoires sont un peu plus spécialisés, en fait. Même si ça tend à changer, mais... Moi, j'avais une question un peu plus sur le côté collaboration avec les agences spatiales, parce que du coup, vous avez besoin d'eux pour qu'ils vous aident. Alors, ma question, c'était, est-ce que du coup, comment ça se passe, la collaboration avec les différentes agences spatiales ? Est-ce que c'est que l'européenne ou alors vous faites aussi le Japon et la NASA Alors, on est à l'IAS, les chercheurs de l'IAS et moi aussi, on collabore avec des chercheurs qui sont aux États-Unis, au Japon, partout en Europe, et ce qui implique du coup on peut être impliqué en fait dans des missions spatiales qui sont soit portées par la NASA, soit par la JAXA, donc l'agence japonaise, soit l'ESA, l'agence européenne, et puis il y a aussi certains collègues qui sont impliqués dans des trucs chinois, etc. Bref. En fait, ce qui se passe en France, c'est que les chercheurs qui travaillent dans ce domaine-là de l'astrophysique spatiale du coup, qui sont donc directement impliqués dans des travaux ou des recherches liées à des missions spatiales, nous, notre interlocuteur premier, en fait, c'est le CNES. Le CNES, c'est le Centre d'études spatiales, donc en quelque sorte la mini-agence spatiale française qui gère la manière dont la France est impliquée dans différentes missions spatiales. Le gros de notre travail et de notre implication est lié au CNES et à notre travail avec le CNES. C'est arrivé, et ça arrive encore, que certaines petites collaborations ne passent pas par le CNES, mais maintenant de moins en moins. En tout cas, quand on est impliqué à un niveau aussi important qu'une implication sur un instrument spatial, ça ne peut pas ne pas passer par le CNES. C'est le CNES en France qui gère, qui est l'interlocuteur politico-scientifique, on va dire, entre le chercheur dans un labo qui souhaite s'impliquer sur une mission spatiale, l'agence spatiale principale qui gère la mission, et ensuite les chercheurs de l'autre agence spatiale qui travaillent comme nous en fait. Je dirais que les agences spatiales, c'est le coordinateur politico-scientifico-technique, qui s'implique dans l'ingénierie ou le financement de la mission, etc. Et on est obligé d'avoir son aval pour être dans quelque chose, dans une mission. Mais après, au jour le jour, par exemple, là, quand on travaille sur
les poussières retournées par la mission Hayabusa 2, j'ai jamais eu aucun interlocuteur de la JAXA. On va discuter, nous, directement avec nos collaborateurs japonais, donc les scientifiques japonais. Mais les scientifiques japonais, eux, ont des comptes à rendre à la JAXA directement. Et donc, bon, voilà, ça fonctionne un peu comme ça. C'est un mélange, disons, de politique, de science, un petit peu de technique, voilà. Alors donc maintenant je vais vous poser quelques questions qui sont plus de l'ordre de votre parcours personnel en tant que chercheuse. La première question que j'aurais, c'est de savoir, est-ce que la recherche a pour vous été une vocation ou bien c'est quelque chose que vous avez découvert avec le temps, peut-être grâce à vos études? Alors, je ne sais pas si je dirais vocation, je dirais que je suis tombée dans la marmite toute petite déjà. En gros, j'ai aucun mérite. C'est un peu familial. Je ne suis pas la seule dans la famille à être chercheuse. Et donc pour moi, quand j'étais enfant, c'était un métier tout à fait évident. Voilà, c'est ce que j'allais faire de toute manière. Le seul questionnement, c'était dans quel domaine en fait. C'est tout. Mais pour ce qui est de la recherche... Recherche, c'était évident. Enseignante en même temps, ça, c'était pas forcément évident au départ. Et je me suis vite rendu compte, en fait, dès que j'ai commencé ma thèse, parallèle de ma thèse, en parallèle du doctorat, en fait, on peut faire ce qu'on appelle un monitorat, et donc enseigner en parallèle. Et là, je me suis rendu compte que ça me plaisait bien de faire les deux, en fait. Et donc en particulier, vous étudiez donc tout ce qui revient, donc vous avez dit les petits corps. Et à votre sens, en quoi est-ce qu'il est nécessaire pour notre société actuelle d'étudier justement l'espace, les astres, les petits corps? Ouf, ça c'est la grande question de à quoi servent les sciences fondamentales. D'un point de vue purement utilitaire, à quoi ça me sert au jour le jour, ou à quoi ça sert à la société au jour le jour, à rien du tout. Mais moi, en fait, je ne perçois pas les choses comme ça. C'est-à-dire que pour moi, ce travail intellectuel, on va dire, de recherche et d'enseignement, c'est nécessaire parce que ça ouvre les horizons de tout le monde, d'une société dans sa globalité. Et donc, par exemple, le sujet de recherche sur lequel je travaille depuis maintenant presque une quinzaine d'années, qui touche aux origines du système solaire, ça fait partie de ces grandes questions qu'on se pose depuis la nuit des temps, comme on dit, et qui est d'où on vient, où est-ce qu'on va et pourquoi, en fait. Même si nous, en fait, dans notre travail de tous les jours, c'est pas la question qu'on se pose, voilà, c'est pas pour ça qu'on fait ce qu'on fait. Ça fait partie quand même de cette tendance, on va dire, de l'être humain à vouloir explorer les horizons nouveaux, et l'exploration spatiale, ça rentre en plein dedans, et en même temps qu'explorer, comprendre pourquoi c'est comme ça, pourquoi notre système solaire il est tel qu'il est, en quoi est-il si particulier. Et dans les études que je fais qui touchent plus à la matière organique, il y a toujours derrière, un peu plus loin on va dire, cette idée de mais pourquoi il y a la vie sur Terre et pas ailleurs? Qu'est-ce qui rend la vie si particulière sur Terre? Et je dirais presque que plus je travaille sur le sujet dans lequel je suis, moi et puis d'autres chercheurs en fait, plus on se dit à quel point la Terre est si particulière et les conditions pour que la vie apparaisse dessus sont tellement spécifiques qu'on a envie de dire que c'est fragile et c'est pas demain qu'on va trouver une autre planète habitable, voilà, comme ça. Même si ça fait partie des travaux de recherche dans le domaine, etc. Mais ça pousse à une espèce de travail un peu métaphysique, mais de réflexion plus profonde, de se dire il a fallu plein de petites circonstances très très particulières pour que la vie apparaisse. Et c'est assez comment dire, extraordinaire de se rendre compte de ça en fait. De l'unicité de cette Terre, de cette planète très spécifique en fait. C'est vrai que ça amène à beaucoup de réflexions. Voilà. Et alors du coup, vous êtes surtout dans le domaine de l'astrochimie. Il y a aussi un autre domaine qui est assez similaire, je pense, l'astrophysique. Mm-hmm. Vous, qu'est-ce qui vous a amené à choisir l'astrochimie plutôt que l'astrophysique? Alors en fait,
quand j'ai fait ma thèse dans ce domaine-là, le terme astrochimie n'existait pas vraiment dans le jargon en France. Dans les laboratoires d'astrophysique ou de planétologie en France, il n'y avait pas d'étudiants qui faisaient leur thèse et qui avaient un background de chimiste ou de physico-chimiste, ce qui était mon cas. Et je pense que donc, quand j'ai débuté ma thèse, c'était il y a presque pile 20 ans, je devais être peut-être la seule chimiste ou physico-chimiste faisant sa thèse dans un laboratoire de planétologie ou d'astrophysique, et donc entourée de personnes, de chercheurs qui n'avaient absolument pas, eux, de background de chimie. Mais moi, c'était une évidence pour moi qu'il fallait faire ça, c'est-à-dire que qu'un certain nombre de questions que se posaient les astrophysiciens et qui concernaient la composition chimique ou physico-chimique de certains objets, il y a un moment où il y a besoin de l'apport du chimiste pour résoudre ce genre de questions. C'était parfaitement naturel, en gros, qu'une physico-chimiste mette le nez là-dedans et travaille sur un sujet qui jusque-là était réservé qu'aux astrophysiciens, mais en apportant des connaissances, un angle de vue surtout différent. Maintenant, c'est quelque chose qui petit à petit s'est développé et maintenant il y a plusieurs laboratoires en France où il y a un petit peu un mélange entre chimistes et physiciens. Et je parle là vraiment de laboratoires d'astrophysique ou de planétologie, parce qu'il y a toujours eu en fait en France, dans les années 80 par exemple, l'astrochimie existait déjà en fait, mais elle était faite par des chimistes ou des chimistes physiciens dans des laboratoires de chimie physique ou de spectroscopie fondamentale. Et ils collaboraient par labo interposé avec des astrophysiciens ou des astronomes. Donc eux faisaient le travail de chimie fondamentale ou de chimie physique fondamentale, et ensuite ils filaient leurs résultats entre guillemets aux astrophysiciens pour que les astrophysiciens puissent interpréter les données. Ce que moi j'ai fait de différent et qui maintenant est devenu non pas répandu mais existe de plus en plus, c'est je débarque avec mon background de physico-chimiste, je viens chez les astrophysiciens, je comprends leur langage, leurs outils, et j'apporte les miens et on travaille ensemble sur le même sujet en fait. Et c'est aussi pour ça que plusieurs années plus tard, j'ai pu être directement impliquée sur un instrument spatial dans une mission spatiale. Les chimistes de chimie physique un peu plus classiques, on va dire, classique juste parce que c'est plus ancien, ne font pas ça. Une question peut-être un peu plus projective maintenant. Si vous aviez l'opportunité de travailler sur un domaine ou dans un domaine que vous n'avez jamais pu explorer jusqu'à présent, est-ce qu'il y en a un en particulier qui vous intéresserait ? J'ai bien envie, en fait, là, dans je ne sais pas quel horizon, mais quelques années, laisser un peu de côté les petits corps pour revenir sur les planètes et leurs satellites, et en particulier revenir, oui, sur le système des lunes de Jupiter. Je dis revenir parce que j'avais fait mon sujet de thèse sur l'une des lunes de Jupiter. Et bientôt, il y a une grande mission européenne qui s'appelle JUICE, qui va explorer ce système des lunes de Jupiter, plus particulièrement se focaliser sur Ganymède et Callisto. Et donc ça m'intéresserait bien de me replonger dans cette chimie-là, qui est une chimie différente de la chimie des petits corps, qui est aussi différente de la chimie du satellite sur lequel j'avais travaillé pendant ma thèse. Mais voilà, changer un petit peu de réacteur chimique, on va dire. Et enfin, une dernière question. Selon vous, est-ce qu'il y aurait un mot-clé ou peut-être une phrase qui permettrait de définir correctement le métier de chercheur et ce qu'il représente, ainsi que ses enjeux ? Oula, tout ça. Ouais, je dirais... Bon, tous les chercheurs ne font pas leur travail de la même manière, chacun l'aborde à sa manière, mais de mon point de vue à moi, ce serait plutôt, je dirais, curiosité intellectuelle. Voilà. Merci beaucoup pour toutes vos réponses. C'est moi qui vous remercie.